suis Mambiram Diop, je suis des éditions L'Harmattan du Sénégal, je suis le responsable du service manuscrit aux éditions et en même temps je suis fabricant. Donc c'est nous qui publions comme ce livre-là. Je vous remercie tous d'abord de votre présence et nous saluons aussi l'auteur. Le docteur Abdoulaye Diallo Empêché m'a demandé de le représenter et de dire un mot à son nom. Tout d'abord, c'est un mot de remerciement. Nous remercions tout le monde, tous ceux qui sont déplacés, malgré aussi les empêchements et tout cela, comme on a pu le constater. Ensuite, nous remercions la presse d'être présente, parce que aussi c'est pas du tout facile tout le temps. Et nous tenons aussi à remercier l'auteur, parce qu'en tant que maison d'édition, une maison d'édition sans auteur n'en est pas une. Donc nous comptons sur ces auteurs-là pour pouvoir exister et œuvrer. Donc nous lui remercions beaucoup. Les éditions L'Harmattan ne sont plus à présenter au public sénégalais parce que voilà, on est là depuis 2009 avec notre ancrage et tout cela dans le domaine de la littérature, de la politique et bref dans tous les domaines avec nos différentes collections. Donc nous ne sommes plus à présenter dans le paysage de l'édition au Sénégal et de l'éducation d'une manière générale. Donc je ne vais pas du tout entrer dans les détails à présenter les éditions, mais juste lancer un mot à tout jeune Sénégalais qui souhaite écrire, qui souhaite se produire, et qui souhaite entrer dans le monde du livre, nous rapporter son manuscrit, venir discuter avec nous et voilà, on pourra le publier. Et je vous remercie. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir à l'Harmattan Sénégal, donc à Dakar, ici. Chez moi, mon deuxième chez moi, puisque ça ne vous a pas échappé, je suis franco-sénégalais, né à Paris, entre autres. Donc je m'appelle Marc Moutal, j'ai 33 ans. Je viens vous présenter aujourd'hui un livre que j'ai coécrit avec Jean-Christophe Martin, qui n'a pas pu se déplacer, mais qui est là avec nous par les pensées. Je vais vous donner en 2-3 mots, vous présenter tout simplement qui je suis. Donc Marc Moutal, j'ai 33 ans, j'ai été un acteur politique en France, au sein de l'UMP, donc l'Union pour un mouvement populaire. Pendant une dizaine d'années, j'ai occupé des responsabilités assez importantes à l'échelon local comme à l'échelon national. Et l'objectif, c'était de partager les bonnes pratiques de comment être une femme et un homme politique du XXIe siècle, donc en France et au-delà. Puisque ce livre s'adresse bien évidemment à la frange politique française, dont je suis issu, mais aussi permettre à d'autres pays qui ont la même organisation démocratique et républicaine de pouvoir bénéficier de bonnes pratiques. Alors pour la petite histoire, je suis juriste de formation, actuellement conseiller en assurance, donc ça c'est mon aspect professionnel. Je tiens à souligner cet aspect qui est très important, puisque les hommes politiques et les femmes politiques d'aujourd'hui et de demain ne doivent pas se détacher justement de leur ancrage professionnel. C'est ce qui donne une plus-value justement à la justesse et à la netteté de leurs propos, parce qu'ils sont au cœur de leur ouvrage professionnel, ils sont au cœur de la société civile, donc ils ne doivent pas couper ce nœud. D'où la volonté d'écrire ce livre, du pragmatisme en politique. Enfin, le enfin a son sens, puisque nous ne sommes pas au XXe siècle, nous ne sommes pas au XIXe siècle. Au XIXe siècle, il y a eu son lot d'acteurs politiques, de renom, qui ont porté haut et fort les couleurs de la France dans des contextes assez difficiles. Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, pour la plupart. La Ve République a été l'héritière de cette situation-là, de deux guerres mondiales d'importance, et est née de la guerre d'Algérie et du mouvement de colonisation, de décolonisation, pardon. Ça tombe bien, nous sommes pendant le mois de la fête de l'indépendance, c'était il y a quelques jours ici. Donc c'est une fierté de venir parler et porter en fait ce message d'espoir et d'espérance envers de nouvelles politiques, de nouvelles religions entre États, puisque aujourd'hui la France est un pays ami du Sénégal et le Sénégal est un pays ami de la France.
On le voit sur les partenariats qui peuvent être noués, et dernièrement la visite du ministre de l'économie française après la réélection du président Macky Sall. Donc, le propos aujourd'hui, c'est de vous présenter rapidement le pourquoi et le comment de la rédaction de cet ouvrage. Du haut de mes 10 années passées en politique française, donc du plus petit échelon aux échelons nationaux, j'ai pu constater qu'il y avait des choses bonnes ou mauvaises, surtout mauvaises dans certains cas, qu'il fallait éradiquer, mais au lieu de contester pour contester, il fallait être force de proposition et proposer aux élus en présence, donc que ce soit dans le parti, au sein du parti, ou les élus nationaux, donc sénateurs, députés et ministres, puisque lorsque mon mouvement, l'Union pour un mouvement populaire était au pouvoir, donc de 2007 à 2012 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, il fallait justement passer de bonnes idées, de bonne gestion, en fait, tout simplement, à nos politiques. Cela passe par un cheminement en 3 phases. La première, moi je suis un homme de terrain, et d'où cette légitimité de dire que je sais ce qui va et ce qui ne va pas dans les rouages de la politique. Donc, au plus proche des militants, j'ai pu mener des campagnes, alors au-delà des campagnes, mener des actions de terrain pour justement faire en sorte que nos idées politiques puissent être entendues, comprises et acquises par la population. Rien n'est acquis en politique. Et l'objectif, c'est de convaincre de notre choix, que notre choix politique est le bon et que c'est une alternative pour le développement de notre société, dans son ensemble. Le deuxième point, c'était de dire, donc, en plus de la possession et de la pratique du terrain, c'est la connaissance des institutions qui est essentielle justement pour pouvoir réussir un combat politique tel qu'il se doit. La personne qui ne connaît pas les institutions, et j'en ai rencontré des militants, des personnes autres, des citoyens, qui ne connaissaient pas quelle était la signification de tel ou tel symbole de la République, ou qui n'avaient jamais visité ou ne sont jamais entrés dans des institutions, que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat. Et je pense que l'homme politique et la femme politique de demain doivent être des hommes et des femmes politiques proches de leurs concitoyens et qui doivent faire connaître justement la maison du peuple, les maisons du peuple, et que ça n'appartient pas justement à un groupuscule, peu importe leur qualité, mais que ça n'appartient pas à une junte, pour parler vulgairement, et que c'est le peuple qui doit s'en acquérir. Donc, avoir les codes nécessaires vis-à-vis des élus et de la population. Et le troisième point, c'est justement pour l'agencement de bonnes politiques. Donc, en ayant la connaissance du terrain, en ayant justement la connaissance des institutions, vous permettez à la société de pouvoir évoluer en son temps. Et pour toute bonne chose, justement, il faut qu'il y ait une méthodologie. La méthodologie, nous, on l'a inscrite en 5 points. Alors, ce sont 5 lettres, 5 R, tout comme pour Toyota avec son système zéro stock, zéro délai, zéro déchet. On s'est focalisé sur une ingénierie politique. Allez, on va réinventer quelque chose, on va pas faire fi du passé, mais faire en sorte que nous prenions à bras-le-corps justement toutes les problématiques existantes, ce qui a marché dans le passé, ce qui a moins bien marché, et ce que nous aspirons justement à développer dans notre société. Et donc les 5 R donc, se traduisent tout simplement, donc R pour République, hein, bien évidemment, parce que nous sommes avant toute chose républicains. Donc nous prenons une droite pour ce qu'il est de nous républicaine, donc ouverte aux institutions, ouverte à la démocratie et ouverte au dialogue entre les différents corps donc, intermédiaires de la société. Donc le premier R, il s'agit du R de réalité, des politiques réalistes, concrètes, et qui répondent aux besoins de nos concitoyens. Je développerai après, point un point, en fait, les différentes parties. Le deuxième, donc le R de responsabilité,
puisque lorsque nous arrivons en politique, le terme consacré c'est entrer en responsabilité, prendre des responsabilités, mais aujourd'hui, qu'en est-il de la responsabilisation des hommes politiques et des femmes politiques? J'y reviendrai également. Le troisième point, c'est la représentativité. Il est très important d'avoir autant d'hommes que de femmes dans les instances politiques. C'est ce qui doit représenter ce qu'est la société. Peu importe la couleur, la religion, l'appartenance sexuelle ou autre. Ce sont des thématiques qui, aujourd'hui, doivent être au plus proche de ce que représente la société. J'en étais au troisième R, donc de représentativité. Le quatrième, donc, la réciprocité, donc un dialogue permanent entre les citoyens et les femmes et les hommes politiques pour pouvoir avancer dans le bon sens. Et le cinquième R, c'est justement le résultat, donc qui est, je dirais, la quintessence de tout ça, qui porte à bras-le-corps ces thématiques. Comment justement être pragmatique? Le pragmatisme, ça veut dire être au plus près des réalités. Mais lorsque nous sommes au plus près des réalités, ce n'est pas forcément une bonne politique. Donc, on a essayé à travers ce livre de trouver donc, ces points d'ancrage, ces 5 points d'ancrage, à travers donc, le réalisme et la responsabilisation. Je vais vous prendre donc, les 2 points, donc le réalisme et la responsabilisation, qui, pour moi, sont 2 choses en fait qui se répondent en ping-pong. Le réalisme, parce que lorsque l'on ambitionne d'entrer en politique, nous nous fixons des objectifs à atteindre, être élu pour certains, à différents niveaux, donc local, intermédiaire, national, aider son prochain, donc en créant de l'émulation au sein de la société. Donc, certains s'investissent dans le monde associatif, d'autres dans le monde politique. Les 2 se valent, mais c'est déjà une forme d'engagement. Donc lorsqu'on s'engage, c'est s'engager pour se transcender et transcender l'homme et la femme dans la société. Donc, à partir du moment où on prend conscience qu'on veut du réel, on veut du concret, on n'est pas là pour donner pour faire des promesses tout simplement à X ou Y, mais qu'on est là pour justement que la société puisse se sentir le mieux possible. Alors vous entendrez beaucoup la notion de vivre ensemble, mieux vivre ensemble, etc. Ça reste que de la communication aujourd'hui, parce que dans les faits, il y a des gens qui souffrent, et je prends l'exemple dernièrement des Gilets jaunes en France. Il y a eu 22 semaines de blocage les week-ends, d'inactivité, d'inaction, de souffrance. Donc ce sont toutes ces questions qu'il faut se poser. Est-ce que le politique est réellement un politique, une politique, un homme politique, une femme politique de son temps, et qui comprend les réalités vécues par ses concitoyens? Première chose. La responsabilisation, justement, vient en lien avec le réalisme demandé en politique. C'est que lorsque on prend des responsabilités, alors on représente d'abord alors je n'aime pas parler de camp politique, mais plutôt de partisanat politique, puisqu'on soutient un parti politique plus qu'autre chose. Il n'y a pas une histoire de clan. C'est juste les idées, l'agencement des idées qui ne sont pas les mêmes. Je prends l'exemple en France de la droite, que je connais bien, qui prône le principe de liberté. La gauche française sera plus sur le principe d'égalité. Mais nous tous, nous oublions une chose essentielle, c'est la fraternité qui est le triptyque justement de notre devise liberté, égalité, fraternité. Et chacun de ces partis oublie cette notion-là. Alors, soit elle l'exploite mal, ou soit elle la comprend mal. Et la fraternité, c'est justement se responsabiliser vis-à-vis de l'autre, d'autrui. Ça ne passe pas simplement de dire j'ai un poste, et puis je le conserve, et puis j'essaie d'administrer au mieux que je puisse. Non, c'est de dire que s'il y a une faute commise, je puisse me remettre en question et trouver les solutions opportunes pour justement rectifier le tir, et que ça n'ait pas d'autres conséquences beaucoup plus dramatiques dans la société. Et malheureusement, ces 10, 15, 20 dernières années en France, nous avons constaté, malheureusement, au sein de notre parti, qu'il y avait un mal à la responsabilisation. Alors, c'est facile de parler de responsabilité, de dire chacun a sa responsabilité vis-à-vis de la loi.
Mais c'est plus difficile de dire que, comme c'est un groupe de personnes qui est amené à gérer les politiques, de se déresponsabiliser par rapport à ça. Donc, aujourd'hui, le peuple français, de manière générale, et les peuples démocratiques et républicains en particulier, ont un besoin de sentir que leur classe politique se responsabilise et ne se défausse pas par rapport à tel ou tel camp, par rapport à ce qui a été fait avant, est à prendre en compte. On ne fait pas table rase du passé, mais il faut avancer et se dire que qu'est-ce qu'on peut faire mieux aujourd'hui et demain pour les prochaines générations. C'est ça qui compte énormément en politique et qui doit compter aujourd'hui. Plus de proximité parce que nous sommes dans l'ère de la communication, tout va vite. Nous connaissons les choses très rapidement. Les réseaux sociaux sont passés par là. Donc on se doit, l'homme politique et la femme politique du XXIe siècle se doit d'être au plus près, pas d'être communicant. On ne lui demande pas d'être communicant, on lui demande de faire son travail tout simplement. Et faire son travail, c'est d'expliquer ce qui va et ce qui ne va pas. Je prends l'exemple de François Fillon, ancien Premier ministre français en 2007, nouvellement arrivé au pouvoir et nouvellement Premier ministre, qui disait « Je suis à la tête d'un État endetté ». Cette formulation n'avait pas plu à l'ensemble de son gouvernement et en première tête de gondole, le président de la République, Nicolas Sarkozy. Mais il faut savoir que François Fillon a écrit un livre également sur un dialogue de vérité en politique. Et en fait, le citoyen demande à ce qu'il soit intégré, soit partie prenante justement aux décisions politiques, leur expliquer, avoir la pédagogie. Pas simplement dire ce que nous faisons est bien, mais de l'expliquer pourquoi et comment on envisage de mettre en place ça. Un pacte républicain. La responsabilité passe par là. Savoir expliquer à autrui ce que l'on fait et se responsabiliser, dire que je suis fautif quand il faut le dire et dire que j'ai fait ce qu'il fallait faire. En tout cas, j'ai fait du mieux que je pouvais, mais ça, je pense que les politiques savent le faire. Il n'y a pas besoin d'un livre pour ça. Ensuite, sur les points de représentativité. Aujourd'hui, il ne nous a pas échappé que, là je prends un exemple récent au Sénégal, que le nouveau gouvernement a porté à sa tête des femmes et des hommes de qualité et qui sont reconnus comme tels. C'est très important dans nos sociétés puisque nous faisons tous et toutes les mêmes écoles républicaines, gratuites, laïques, et qui nous portent justement à nous projeter et à nous préparer à un avenir meilleur. Nous aspirons tous à un avenir meilleur. Mais comment avoir un avenir meilleur? Mais en mettant toutes les strates de la société en évidence. Les hommes, les femmes, les enfants, les plus jeunes, donc ceux qui arrivent, qu'on doit former, les anciens, puisqu'ils ont leur place, ils sont là pour nous conseiller, nous indiquer quelle direction prendre, donc bien évidemment en ayant une empreinte propre à notre temps. Et c'est ce qu'il faut garder en l'esprit. Et la représentativité passe aussi sous différentes formes. Je parlais du professionnalisme, que le politique, aujourd'hui, doit garder concrètement les pieds sur terre. Il doit avoir une activité, alors je ne parle pas des ministres en tant que tels, mais je parle de la représentation nationale, le Sénat, l'Assemblée nationale. Ils doivent avoir au moins un tiers ou un quart de leur temps une activité professionnelle qui leur permet justement de conserver ces différentes thématiques qui touchent leur corps de métier. Et on le développe assez bien dans le livre, c'est que sur les données, en tout cas en France, de l'INSEE, on a constaté en fait que les corps qui étaient les plus représentés étaient souvent des professions libérales, médecins, avocats. Et c'était ceux qui ressortaient le plus, ou la fonction publique. Beaucoup de fonctions publiques, énormément de fonctions publiques. Alors ce sont des personnes donc, libérales et des corps d'administration qui ont la possibilité de se détacher, ce qui n'est pas possible pour le commun des mortels, travailler dans une entreprise privée. Voilà, il faut rééquilibrer en fait, je pense ça, et on prenait l'exemple justement du Conseil économique, social et social en France, où chaque strate de la société est représentée par un représentant de son corps de métier, donc à telle proportion. Donc la représentativité passe également par ça.
J'en viens à la réciprocité, et je terminerai par le résultat. La réciprocité, c'est de se dire que nous avons passé un pacte citoyen. Les hommes politiques, les femmes politiques, envers les citoyens qui leur ont donné leur confiance, ou avant, donc que la confiance soit donnée. Et que si nous voulons aboutir à telle chose, le citoyen peut interagir sur la politique. Donc c'est généralement des réunions de mi-mandat, ce qu'on a aux États-Unis, ce qui permet justement d'avoir une rétrospective sur ce qui a été bien fait ou mal fait et ce qui est mieux à faire. Mais on ne pousse pas la logique en fait jusqu'au bout. La réciprocité, en fait, on s'est rendu compte que dans nos institutions, mis à part, alors je prends le cas français, l'article 55 de la Constitution parle du principe de réciprocité des pactes entre États, qui leur permet d'avoir une collaboration et de pouvoir signer des traités d'égal à égal. Ben, en fait, c'est ça le principe de réciprocité, c'est que le politique n'est plus dans les hautes sphères, ni en dessous, hein, d'ailleurs c'est pas ce qu'on demande, mais puisse répondre d'égal à égal avec les citoyens, et remettre en cause ce mandat. Alors c'est pas simplement au moment des élections où il faut justement pointer le doigt et dire que on veut se débarrasser de tel ou tel candidat parce que ceci, parce que cela, mais le pousser dans ses retranchements, de se poser des questions et de se dire bah, chiche, tu ne te représenteras pas au mandat si telle ou telle chose n'a pas été aboutie. Et c'est l'homme et la femme politique de demain, d'aujourd'hui, de demain, qui doit prendre ses responsabilités, on revient toujours au principe de responsabilité, pour appliquer ce principe de réciprocité. Dernier point, le résultat. Alors la culture du résultat n'est pas très francophone. On n'a pas cette culture du résultat, on demande, dans les sociétés du privé dans lesquelles j'ai pu travailler, le résultat, c'est on a les moyens de faire ce qu'on a à faire et puis on se contente de ça. Il n'y a que dans les grands groupes où on demande voilà, vraiment un objectif de résultat, où il y a un suivi trimestre par trimestre, les chiffres tels qu'ils ont été donnés, etc. Et je pense qu'en politique, on doit justement amener cette bonne pratique qu'on a en entreprise. Alors, loin de là, l'idée de dire que la politique doit se transformer, en tout cas le pouvoir politique doit se transformer en société, c'est pas mon propos, mais de pouvoir contrôler les actions, tout simplement, des élus. Et de se dire, si telle chose n'a pas été faite, quel bilan nous en tirons. Et pas attendre qu'une mandature passe pour constater qu'il y a des choses qui n'ont pas été bonnes pour pouvoir réagir. Je pense que l'instantanéité, aujourd'hui, c'est ce qui fait, je pense, qui ferait la force en fait des politiques, c'est de pouvoir recadrer les choses quand elles doivent être recadrées. C'est très important parce que le temps passe à une vitesse incroyable. Nous n'avons plus le temps de réfléchir puisque nous avons les informations qui sont prémâchées au quotidien, donc on reçoit un flux. Pour être informés, nous sommes informés, nous avons des informations au quotidien. Maintenant, prendre du recul par rapport à ces informations et dire ce qui est bien à faire ou moins bien à faire, ou comment rectifier le tir tout simplement, bah, ça pose beaucoup plus de problématiques. Et je pense qu'en mettant une once de résultat, en demandant justement aux hommes et aux femmes politiques de dire très clairement, voilà, moi je vais être objectivé sur ça, comme un peu une entreprise, je vais être objectivé sur ça, et moi je veux atteindre ce résultat-là pour celui-là, parce que ça décoincera des situations dans la société. Alors ça ne résoudra pas forcément tous les maux, mais ça permettra justement d'avoir une meilleure appréhension, un meilleur contrôle de ce qui se passe dans la société. Bah, je pense que le résultat ne peut être que meilleur, sans jeu de mots. Et je terminerai mon propos par une citation que j'aime à dire. L'ambition de réussir est toujours l'augure du succès. Donc ayons l'ambition d'aller plus haut, à viser la Lune, quoique ça peut être une vraie ambition, mais visons toujours plus haut pour avoir
ce qu'on peut avoir à l'intermédiaire. Mais le fait de viser plus haut nous amènera justement à nous poser des questions. Alors le doute, moi je suis pour un doute raisonnable, il ne faut pas douter de tout, mais il faut avoir un doute raisonnable, et c'est ce doute raisonnable qui nous permet d'avancer et de faire avancer la société. Merci à vous. Pour ce beau travail. En tout cas, moi en tant que jeune étudiant, ça m'a beaucoup touché. Et ce qui m'a poussé à me déplacer jusqu'ici, c'est parce que j'ai senti un certain enthousiasme au fond de moi. Et je sais que vraiment, en tant que jeune africain, ça pourra vraiment nous aider. Et vous parlez du pragmatisme en politique, enfin, c'est très important quand on parle du pragmatisme. Mais n'est-ce pas, vous êtes franco-sénégalais. Donc je voulais savoir quelles sont vos ambitions pour le Sénégal et l'Afrique en général. Et quand on parle de politique, ici au Sénégal, les gens, c'est pas, ils ont diabolisé la politique avec les politiciens. Donc aujourd'hui, on peut dire que la politique est en train de perdre vraiment ses valeurs dans notre pays. Donc comment vous visualisez, comment voyez-vous cela? Merci beaucoup. En fait, si j'ai bien compris, votre point de vue, votre point de départ part de la politique française pour avoir un point plus ou moins général avec, comme vous l'avez dit, du pragmatisme en politique et tout cela, bien que les recettes peuvent se valoir d'un pays à l'autre et tout cela. Mais par rapport surtout à la France, nous savons aujourd'hui que presque la gauche, l'ancienne gauche avec le Parti socialiste et le Parti communiste sont presque mortes, remplacées par aujourd'hui la France insoumise et tout cela. Mais je m'en vais vous poser une question sur la droite que vous maîtrisez le plus, tout cela. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui que la droite qu'on a connue, la droite normale, devient de plus en plus extrême, jusqu'à même l'extrême droite avec la famille Le Pen et tout cela, mais même la droite, les républicains que vous fréquentez, devient de plus en plus extrême, une droite plus ou moins extrême, avec des propos parfois qui tendent plus à du racisme, parfois à de l'islamophobie, parfois et tout cela. Est-ce dû à un paysage français plus ou moins bouillonnant et tout cela, ou bien à une montée de certaines extrêmes gauches, tout ça et tout cela? Donc, j'arrive toujours pas à comprendre ce qui rend cette droite-là qu'on a connue plus ou moins normale, qui s'extrémise de plus en plus. Merci. Je vous remercie déjà. Je remercie vraiment Mohamed Tal d'avoir bien voulu venir partager toute son expérience de la politique avec nous. Déjà en échange concret et également sur la base d'un livre bien élaboré. Alors, on attendait cela, comme le titre le dit si bien, pragmatisme en politique, enfin, oui, enfin, nous attendions cela. Parce que quelque part, nous autres acteurs de la politique, des fois on se voyait mal dans la cité, de par d'autres considérations faites, mais de par d'autres réactions proposées par nos autres compatriotes politiciens. Alors, si finalement des arguments solides seront mis à notre disposition pour justement améliorer cette valeur-là, parce que quelque part, comme nous savons bien, si la politique est bien assainie, elle participera forcément au développement de la cité. Quelque part, si les orientations politiques sont orientées dans le mauvais sens, on le sentira bien évidemment dans l'évolution même de la société. Et là, c'est juste une contribution et un remerciement de ce grand homme qui a bien voulu, même s'il n'a pas assez partagé de son expérience avec vous, moi quand même j'ai pu aller plus loin en connaissant beaucoup de lui. Et ce monsieur quand même a eu à partager avec des grands messieurs comme Nicolas Sarkozy, par lesquels il a pu conseiller, orienter du point de vue politique. Aujourd'hui, il est là au Sénégal pour partager ses expériences avec ses jeunes frères, même si il a passé son plus grand temps en France, mais il se réclame aussi bien sénégalais que français, parce que personne ne peut lui enlever justement sa nationalité.
Sénégalais dont il réclame, dont il a la fierté d'éprouver de par cette belle expérience. Je vous remercie. Et la politique de manière générale, là je me rends compte que vous parlez spécifiquement de la France. Qu'en est-il par exemple du Sénégal et du reste du monde? Est-ce que vous avez fait une extension dans votre livre pour parler du Sénégal et du reste du monde? Merci. Alors je vais répondre dans l'ordre. Sur la visualisation politique. Donc comment je visualise la politique telle qu'elle est menée ici au Sénégal, c'est ça. Alors, moi j'échange beaucoup avec nos confrères et consoeurs en fait, sénégalais à Paris, donc franco-sénégalais comme moi, et nous discutons beaucoup de politique, au Sénégal notamment. Sur l'échéance qui est arrivée dernièrement. Et le constat qui est mis en évidence, c'est la politique politicienne, les attaques à travers la presse, les affaires, qui sont communes dans tous les milieux politiques. Dès qu'il y a un peu, on va dire, d'animosité pour prendre, ou plutôt pour récupérer le pouvoir, nous sommes prêts à tout. C'est pas ce qu'on demande aujourd'hui en fait aux hommes et aux femmes politiques. On leur demande de pouvoir appliquer un programme sur lequel ils ont été élus. Alors les promesses ne tiennent que celles et ceux qui y croient. Mais bon, c'est un fait. Aujourd'hui, je pense qu'il faut recentrer les choses, comme on dit, back to basic, retour aux sources. Les vraies sources de la politique, c'est... Alors, moi j'aime apprendre ces références de la Troisième République, et à juste titre, pourquoi? Parce que sous cette Troisième République française, beaucoup de choses ont été faites, et ce sont des lois en fait, d'application qu'on a aujourd'hui en France. Elles font partie du corpus constitutionnel, donc inscrit au préambule de la Constitution française, donc marqué noir sur blanc, et ça a été de grands hommes, à défaut d'avoir des femmes à cette époque-là, quoique il y en avait certaines, mais plutôt dans le monde littéraire, qui avaient de la poigne et qui avaient des convictions et qui se battaient au sens propre comme au sens figuré pour pouvoir imposer leur point de vue, leur vision de la société. Il faut se rappeler que sous la Troisième République, c'était le début de l'industrialisation. Donc avec son changement, il fallait faire vite, comprendre la société, comprendre le monde. Et pourquoi je cite souvent la Troisième République, c'est que elle a eu de grands hommes africains aussi sous cette Troisième République. Blaise Diagne, donc pour ne citer que lui, mais tant d'autres qui ont porté haut et fort les couleurs de la France, d'outre-mer ou ailleurs, mais qui ont été présents et qui étaient de leur temps. C'était beaucoup plus compliqué de leur temps d'être des hommes politiques qu'aujourd'hui. Pour des franco-africains, de manière générale. Aujourd'hui, on va dire que ça paraît normal, bien que difficile, puisque les commentaires qu'on voit sur la presse dernièrement du porte-parole en fait, au gouvernement d'une de nos consoeurs, si je puis dire, sont très durs. Donc, chaque époque a sa réalité, mais je pense que s'il y a des propos comme ça aujourd'hui, c'est justement parce qu'il y a un manque de vision des hommes et des femmes politiques. Et c'est ce manque de vision qui attise les animosités et qui crée justement une crispation au sein des sociétés. C'est l'élément de réponse que je peux donner vis-à-vis de cette question-là. Concernant mon ambition au Sénégal, alors qu'on soit clair, je ne suis pas venu ici en fait pour faire de la politique. J'ai quitté, je vous le dis de manière franche et honnête, j'ai quitté les rangs de l'UMP. Alors c'était plus l'UMP, c'était déjà les Républicains. Fin 2015, début 2016, parce que je ne me reconnaissais plus dans ce projet et que pour moi l'engagement citoyen passait par autre chose, par le business, par les rencontres associatives, sportives, syndicales, même si j'aime pas trop cette terminologie de syndicalisme telle qu'elle est pratiquée en France, mais en tout cas voilà, d'être un acteur ailleurs et de pouvoir insuffler des idées de droite, d'une vraie droite qui s'assume avec ses propres valeurs. Alors, le mot valeur est revenu à plusieurs reprises, c'est que les hommes politiques, à force de chercher des postes, soyons clairs, se perdent dans leur propre turpitude. Donc ils ne savent plus dans quel sens
quel était le sens de leur engagement premier. Ils s'oublient. Et c'est pour ça aussi qu'on le met aussi en exergue dans le livre, c'est qu'on peut occuper des responsabilités, mais il faut avoir un temps pour les occuper et laisser la place à d'autres pour avoir du sang neuf et une vision nouvelle. Alors je ne dis pas qu'il faut éradiquer toute une génération de politiques, c'est pas le but. Il y a l'expérience à prendre en compte. Mais moi, mon ambition aujourd'hui, c'est d'aider les Sénégalais, les Sénégalaises à pouvoir justement s'émanciper du jeu politique actuel, de la politique politicienne. Donc de donner des armes nécessaires, en bonne et due forme, donc pas être dans la contestation, mais être dans la construction. Et je suis prêt à faire des allers-retours, des voyages assez réguliers au Sénégal, même si mon travail est en France, mais on s'en accommodera, pour justement développer ce concept d'ingénierie politique qui manque tant au Sénégal, qui, je dirais, le Sénégal n'a pas à rougir par rapport à d'autres pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique en général. Nous avons une république qui a ses valeurs, un peuple, un but, une foi pour nous. Nous savons dans quel sens nous avançons. Maintenant, l'homme politique et la femme politique ne doivent pas se perdre dans ce marasme qui est le tout venant, la communication à outrance, les affaires, etc., etc. Il faut, je pense, passer ce cap qui était la fin du XXe siècle, où on a connu le lot d'affaires entre les années 70 et 2010. On doit passer à autre chose, on doit passer le cap, et le cap, c'est concrètement, il y a beaucoup de thématiques qui se posent, l'écologie qui est quand même une problématique importante, la possession de sa propre économie par l'agriculture, l'eau, enfin ce sont des thématiques qui sont essentielles et dont les politiques, on a l'impression que c'est pas quelque chose qui les touche plus que ça. Donc voilà pour cette réponse. Je vous en prie. Alors j'enchaîne sur la droitisation, c'est ça, de l'UMP, donc les Républicains. Alors, je ne parlerai pas de droitisation, je parlerai plutôt Alors, il y a eu deux étapes. La première, c'est que vous avez eu 2007 et 2012, où vous avez eu le mandat de Nicolas Sarkozy, président de la République, donc qui n'était plus président d'un parti. Le parti était géré par un secrétaire général qui faisait office de président. Et petit à petit, lorsque Nicolas Sarkozy est arrivé, le président Sarkozy est arrivé au pouvoir, il a donné son lot d'idées, mais il n'y avait plus de visionnaire dans le parti pour créer un nouveau projet. J'ai eu la chance et l'honneur de faire partie du Bureau national des jeunes UMP, en charge de la culture et de la diversité. Pour moi, c'était très important d'avoir ces deux thématiques. La culture, parce que je suis un homme féru de culture. J'ai travaillé dans une revue française d'art pendant 4 ou 5 années. Donc le milieu culturel français m'intéresse. En fait, l'échange et le partage avec l'autre m'intéresse. Le dialogue des cultures m'intéresse. C'est quelque chose qui est ancré en moi. Et d'autre part, après 2012, il n'y a plus de chef, puisqu'il y a eu la guerre des chefs, donc entre François Fillon et Jean-François Copé. Tous deux avaient une vision de mener les choses différentes. L'un a été Premier ministre pendant 5 ans, l'autre a été responsable de parti pendant 3 ans, ou 2 ans et demi, plutôt 2 ans et demi, et chacun voulait tirer le drap vers lui. Je pense qu'il aurait été plus utile pour la droite d'avoir ces deux chefs, puisque chacun incarnait une vision différente de la droite, une vision beaucoup plus sociale et une vision beaucoup plus libérale. Donc elles ne sont pas inconciliables, puisque si l'UMP a été créée à l'époque, c'était justement, d'abord ça partait sur l'Union pour une majorité présidentielle puis parlementaire, et elle s'est transformée 1 an ou 2 ans après en Union pour un mouvement populaire. Et l'objectif c'était de mettre en évidence toutes les sensibilités de droite en partant de la gauche de la droite à la droite de la droite. Alors, je ne parle pas d'extrême droite, qu'on soit bien d'accord. Mais les discours, quand vous regardez un peu avant, en 86, ou 88 plutôt, Jacques Chirac, vous disait le grand président Chirac, entre 1995 et 2017. Il y avait des discours beaucoup plus durs qu'on a actuellement, qu'on entend actuellement, sauf que un homme d'État
Aujourd'hui, nous n'avons plus d'homme d'État. Un homme d'État avec un grand H, il n'existe plus, et justement parce qu'il y a une perte de valeur. Donc, des discours qui, hier, pouvaient être entendus et compris, aujourd'hui, sont inaudibles. Il y a aussi la faute à différentes réformes qui ont fait que les gens ne prennent pas assez de recul pour emmagasiner les informations. En tout cas, les informations sont là, mais on ne leur donne pas la méthode pour pouvoir en fait les intégrer. Donc, un discours, c'est un discours. Comme Nicolas Sarkozy disait en 2012, lors de son discours de défaite, ou juste avant son discours de défaite, c'était à Nice, il me semble, où il disait il faut qu'on arrête les discours qui ne veulent plus rien dire, qui n'ont plus aucun sens. Incarnons les discours que nous prononçons. L'incarnation manque. Sous le joug du clientélisme de je veux garder mon petit lopin de terre, c'est très guerrier comme vision, mais très chevaleresque, mais ça en reste en l'état. Et moi, je ne parle pas d'une droitisation. Alors, je ne suis plus à l'UMP, à les Républicains, donc je ne représente plus, je ne suis plus un représentant de ce parti, pour justement pouvoir apporter plus de justesse dans ce que moi, je me revendique comme être de droite, des valeurs humaines, proches de ses concitoyens, qui est en phase avec la société civile, et autres, et être en cohérence avec ça. Et surtout, le principe de liberté qui est très, très important, justement, pour pouvoir ambitionner sur telle ou telle chose. Et je pense qu'aujourd'hui, la droite est comme la gauche française, en état de délitement. Parce que manque d'idées et de valeurs. Vous savez, pour anecdote, ce livre, nous l'avons transmis à toutes les autorités de la droite française. Toutes les mouvances. Tenez-vous bien, hein, il n'y en a aucun, mais aucun qui n'a souhaité organiser une réunion sur cette thématique-là. Aucun. Pourtant, je les connais. Aucun. Parce que très tendancieux, c'est s'engager sur... c'est tiède. On peut dire que mon côté sénégalais fait que je suis un peu chaud dans les bords, que j'aime que les choses se bougent, et il faut forcer un peu la destinée, hein, comme on dit. Mais aucun. Aucun. On fait fi de ça, nous faisons avancer nos thématiques, et ceux qui veulent avancer se reconnaissent en fait sur une droite qui n'est plus aujourd'hui. Alors, c'est pas pour critiquer son président actuel, que j'ai connu dans d'autres circonstances, qui m'a soutenu dans d'autres circonstances, dans ma propre circonscription, lorsque j'étais en poste. Il était venu à 2-3 reprises me soutenir, et soutenir ce que je pensais. Mais le virage, en fait, tel qu'il est, c'est l'homme, si vous prenez l'homme qu'il a été, donc courant 2010-2012 lorsqu'il était ministre, et quand vous prenez l'homme aujourd'hui, il y a une totale différence. Il prenait une droite sociale. Une droite sociale, c'est la vraie droite. Historiquement parlant, c'est une droite qui va justement labourer le terrain et qui va au plus près des ouvriers, etc. Donc c'était cette droite-là, cette pensée-là qu'il mettait en exergue, et aujourd'hui, il n'y a plus trop de social. Donc je pense que la droite française, comme la gauche française et comme la gauche sénégalaise, puisque aussi elle a cette problématique-là, bien qu'il y ait eu 40 ans, si je ne m'abuse, de pouvoir politique de gauche, je pense que voilà, quand on n'a pas une vision de société, on meurt. Et la nature a horreur du vide, d'où les extrêmes, si vous voulez, qui s'imposent aujourd'hui, qu'on entend, mais c'est pas parce que chien aboie qu'il mord. Et je remercie donc mon très cher ami, donc Monsieur Diatta, pour ses éloges, mais je ne suis qu'un simple militant, moi, comme je dis, hein, j'ai été militant, je continue de militer, et voilà, ma force c'est de ne jamais lâcher. Je pense que quand on a des convictions, il faut les porter haut et fort, et ne pas avoir honte. Moi j'entendais souvent, lorsque j'étais en France, mais tu n'as pas honte d'être de droite. Je dis, mais honte de quoi? Pourquoi ce discours? Parce qu'un homme ne peut pas être de droite? Soyons sérieux. Ne soyons pas infantiles, ne soyons pas dans des futilités qui n'ont pas lieu d'être. Tout engagement a le mérite d'être respecté, parce que s'engager, c'est quelque chose.
Ça vous prend au trip, ça vous prend du temps, ça vous demande d'aimer les gens, d'aimer être au contact des gens. Donc il ne faut pas badiner avec ça. Mais dire réduire à un champ politique, aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure en librairie, c'est qu'aujourd'hui on segmente. Tu es de gauche ou tu es de droite. Il n'y a pas un juste milieu. Alors, le centrisme, pour moi, c'est une notion qui m'est inconnue. J'ai toujours été de droite et je serai toujours de droite. Pas dans cette famille politique-là, mais je porte en moi et j'incarne en moi des valeurs de droite. Merci pour votre question. Alors, en toute franchise, si vous voulez, lorsque nous avons rédigé, puisque nous sommes deux sur ce livre, nous avons rédigé ce livre, c'était uniquement pour la France. Nous avons mis 3 ans à écrire ce livre. 3 ans pour peser le pour et le contre. Est-ce que nous allons l'éditer? Est-ce qu'il vaille la peine justement d'écrire sur nos expériences vécues? En tout cas pour moi, puisque mon co-auteur continue ses activités politiques lui de son côté. Et ça s'adressait exclusivement à la France, aux partis politiques français et particulièrement à la droite française, que nous connaissons, ce qui est normal. Et par extension, en fait, en voyant les réunions qu'on a pu faire de droite à gauche, politique ou non politique, hein, il ressortait en fait le sentiment que... alors moi je suis très fanat en fait de l'Europe de l'Est, de la culture de l'Europe de l'Est. Et on m'a fait une proposition, donc je pense que ça se fera sous peu, mais de pouvoir intervenir justement sur la bonne gouvernance en politique. Lorsque, et c'est pour ça en fait que je suis ici aujourd'hui, c'est que nos systèmes politiques sont très proches. La manière de penser la politique est très proche. Il n'y a que, je dirais, la culture qui est différente, mais en tout cas, la culture politique en tant que telle est la même. Et je pense que, de mon expérience vécue en France, modestement, je pense apporter quelque chose, en tout cas une méthode, qui puisse permettre aux Sénégalais, aux Sénégalaises de pouvoir prendre à bras-le-corps justement ces thématiques de pragmatisme, qui est aussi criant. C'est quand même une première d'avoir 3 candidats reconnus à une présidentielle, se distançant de très peu, pour les uns et les autres. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin de renouvellement, il y a un besoin de novation d'idées, de nouvelles bonnes pratiques politiques. Et ça passe pas par la politique, nous, comme on dit, le terme qu'on utilise, c'est la politique à la papa ou à la tonton, pour faire référence à Mitterrand. C'est plus cette politique-là, elle ne doit plus exister et elle n'est pas de son temps. C'est une autre époque, elle est révolue. Donc aujourd'hui, je pense que la force de ce livre, c'est... Oui, il a été rédigé et écrit pour la France, pour les Français, pour les citoyens français. Mais aujourd'hui, je pense que là, on dépasse au-delà du cadre. Et on se rend compte, en fait, de plus en plus qu'en abordant les thématiques, en tout cas, lorsque nous abordons ces thématiques à des personnalités ou des personnes qui ont un bagage républicain et démocrate, ce sont des notions qui leur parlent. Donc, nous sommes au-delà des frontières.